le fameux matin où nous avons signé les accords de Massac, est allé chercher la Shingara, et pendant que, avec un autre copain, on tapait les accords, les amis de la CGT, mais aussi de la CFDT, et les patrons, y compris, mangeaient la Shingara à Massac, au château de Massac. Voilà deux souvenirs, mais il y en aurait d'autres et je ne vais pas être long. Moi, de 68, je commence à en avoir marre qu'à chaque anniversaire, la presse, même des copains quelquefois, racontent un peu n'importe quoi. Il y a ceux qui l'ont vécu, qui transforment. Il y a ceux qui ne l'ont pas vécu, qui disent savoir. Je peux vous assurer que prendre la responsabilité, même si on est entouré de copains, même si c'est collectif, d'arrêter l'usine de Lac, de faire partir 3 semaines en grève le personnel, qui n'a pas été payé à cette époque-là. Il fallait vivre jeune marié avec les crédits. Et je voudrais dire que généralement, dans ces moments-là, les soirs, quand on rentre à la maison, il n'y a pas que le gars qui fait la grève. Il n'y a pas que la femme qui travaille qui fait la grève. Il y a les enfants autour de la table. Il y a les mamans. Comment on va payer les crédits? Ça, c'est une question. Et c'est pas facile. Parce que, même si c'est collectif, la responsabilité de dire il faut partir, il faut faire grève, c'est pas quelque chose de léger. Je voudrais dire que c'était d'autant plus difficile au niveau de la CNTA, même si on contrôlait, mais on était le seul syndicat à contrôler la production et la fabrication. Il y avait une usine particulièrement dangereuse. Et la protection de l'outil de travail, ça a été quelque chose d'immense. Je peux vous dire qu'un simple soir de mai, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a envoyé la gendarmerie à Mourins chercher André Klein, a envoyé le panier salade chez Granger, la rue des Parvorés, pour se retrouver dans le cabinet du préfet à 10h du soir. Il voulait savoir ce qu'on allait faire le lendemain. Ce qu'on allait faire le lendemain, il n'y avait que 2 qui le savaient. André Klein, qui depuis est devenu CGT, à l'époque il était CFDT, et il en a bavé la CFDT, avec sa fédération, comme il disait. Il disait de ne pas faire et lui il faisait. Et bon, bref, toujours est-il qu'ils nous ont traités d'assassins, les patrons, dans ce cabinet. Nous, on n'a pas été invités à boire un coup à 3h du matin quand on a quitté. Mais le contrôle, je dirais, démocratique, depuis le premier jour, a fait qu'aucune fuite n'a pu se faire pour savoir ce qu'on allait faire à 5h le lendemain matin. À 5h le lendemain matin, après avoir fait toutes les unités une par une, la relève n'est pas rentrée. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, si de l'air rentre dans les conduites à Lac, ça peut exploser. Et ça, nous en avions conscience depuis 63. Cette responsabilité, on s'est fait traiter d'assassin par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et par les patrons qui étaient là. Et le lendemain matin, les gars ne sont pas rentrés. Et il a fallu qu'ils cèdent. Qu'ils cèdent sur la production, c'est-à-dire que nous sommes devenus les patrons de l'outil de travail. Et avec cette caractéristique, si certains étaient représentés sur l'usine, comme la CFDT, ou comme IFO, au champ de la production, c'était nous, la CGT, qui la contrôlions. Or, il faut savoir que pour traiter du gaz, il faut que le gaz rentre à l'usine. Et si l'usine ne veut pas recevoir de gaz, eh bien ceux de la production ne peuvent pas produire. Et les ordres d'arrêter la production, c'est moi qui les ai signés. Et croyez-moi, ce n'est pas un petit problème que de dire votre signature. Je voudrais me rappeler, et puis je suis content qu'Henri soit là,
que nous avons mené un combat parce qu'il n'y avait pas que notre entreprise, il y avait Turboméca. Et tant sur le plan international que sur le plan de la solidarité en Espagne, par exemple, c'est avec eux, et avec Bourriade, que nous l'avons faite sur place. On n'en tirera pas des faveurs, hein, mais les grèves de Mieres sur le pont d'Oviedo, les commissions ouvrières clandestines, l'argent porté, les fleurs déposées sur les fosses. Nous, on ne fait pas des bouquins comme certains. Nous l'avons fait. Le transport de la solidarité financière pour l'Espagne. Nous l'avons fait dans la ceinture de grossesse de mon épouse. Il n'y avait pas d'autoroute. Il fallait faire 800 km. Il ne fallait pas se faire reprendre. Parce que si on était enceinte, on avait le droit d'être soigné médicalement et donc d'être emprisonné sanitaire. Et nous l'avons fait internationalement, avec le Pays de Galles, avec la Tchécoslovaquie, avec la Pologne. Ça, ce sont des réalités. Et ça n'a jamais cessé. Et la base était notre centre du RAC, où effectivement venaient se réfugier les copains qui venaient clandestinement en France et repartaient les copains qui venaient porter les conseils aux commissions ouvrières, lesquels pleuraient parce qu'ils pouvaient nous offrir qu'une gourde d'eau et pas autre chose. Et tout ça clandestinement. Il y a des copains qui sont tombés dans les fossés. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient volontaires pour y aller. Mais il y a des copains qui sont tombés dans les fossés. Lugagne, par exemple. Lugagne avec les Chigaray. Ils ont loupé le virage au-dessus de Bilbao. Ils ont eu la chance de ne pas être pris. C'était comme ça qu'il fallait faire. Alors je voudrais revenir à 68 et la grève. Mais l'international est un problème intéressant. Je retiens, moi, de cette période, la profonde démocratie et l'utilité de la démocratie dans la conduite et la tenue des luttes. Tous les matins, le bureau du syndicat se réunissait. Tous les 3 jours, le conseil syndical se réunissait. Et tous les 3 jours, on faisait une assemblée générale à Lac et à Pau. Et chaque fois, il y avait vote. On défendait notre idée, notre proposition. Mais c'est les camarades qui décidaient. C'est jamais un leader qui a décidé. Ça a toujours été les débats, les camarades. Et cela permet de faire que quand il y a des manœuvres, y compris d'autres syndicats, tels FO par exemple, la CGC, mais automatiquement, c'est des gars qui prennent à leur compte la décision et qui la font appliquer et respecter. Les femmes dans la lutte, moi je dis les femmes, elles sont merveilleuses. Elles sont patronnes des fois à la maison, parce que tu disais Véronique, elles étaient patronnes à la maison, elles n'étaient pas patronnes à la maison. Moi je ne suis pas d'accord avec toi. En théorie, oui, en pratique, non. Et puis, il y a intérêt de marcher droit. Mais quand elles sont en lutte, dans la grève, je peux vous dire qu'elles règlent les comptes, les patrons. Et quand il y a un patron qui est menacé d'être mis à poil par les femmes pour savoir s'il peut ou s'il ne peut pas, eh bien, croyez-moi, ça fait plaisir, ça donne de l'ambiance. Je me rappelle aussi du problème que nous avons eu. Et là, je regarde Henri. Parce que j'ai un petit compte à régler avec Henri. C'est-à-dire d'Henri, nous étions en grève, on avait signé un bon accord, et nous avons eu le besoin, on l'a rappelé un petit peu, de falloir faire repartir les gars en grève. Et entre-temps, à Turboméca, un nommé Sizowski, patron de Turboméca, a fait monter Henri et les copains dans un avion, et puis je crois qu'ils n'ont pas bu que de l'eau des biens à Vichy. Ils ont fait un très bon accord, un très très bon accord pour les mots, excellent. Ils n'ont jamais pu repartir. Et alors, nous, on avait à l'intérieur, à savoir, les copains qui disaient, mais pourquoi nous, on ne pourrait pas obtenir le même accord et être contents, puisque eux, avec un accord quasi similaire, ils sont contents. Bon, mais alors c'est expliqué. Mais c'est toujours très copain avec Andy. Le tour de con, on a dit fait. Bon, voilà. Ce que je voulais dire sur la démocratie, sur les femmes. Mais je voudrais quand même dire ce soir, merci d'avoir organisé cela.
Je vois que Copé n'est pas venu, il n'a pas osé, de la République, qui va se mettre à transvestir les choses depuis aujourd'hui. Mais il y a aujourd'hui 40 ans, à la même heure, avec 4 copains, ont signé des accords au 5e étage de ce qui est aujourd'hui la sécurité sociale. Ces accords, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y a 3 accords, il y a 8 avenants. Je les ai ici. Je ne peux pas ne pas être ému de penser à cet après-midi-là. Moi, ce que je souhaite à tous les camarades, c'est d'avoir un jour la possibilité de réussir et de gagner de tels mouvements. Oh, ça coûte cher, c'est lourd. Moi, personnellement, justement avec André Quin, j'ai passé 14 nuits assis et couché sur un lit de camp à l'usine de Lac, avec le directeur de l'usine de Lac, qui aujourd'hui est encore en vie, Berthier. Et croyez-moi, qu'à la maison, on va avec moi. Que même les gosses aujourd'hui ont tendance à me reprocher de ne pas avoir été présent. Enfin, c'est pas grave. Et Adrien Mogoulès, Mollier, qui est encore en vie, premier ingénieur responsable du syndicat ingénieur de la Sainte-Pierre. Et ça, c'était quelque chose. Croyez-moi que les mineurs et les gars, quand ils voyaient un ingénieur adhérent à la CGT, il fallait qu'ils leur montrent la carte, ils n'y croyaient pas. Ils pensaient qu'on avait photocopié, tu sais qu'on avait tourné la machine, hein, comme tu disais tout à l'heure, les Panavas, les Molliers, les Céris, ça nous a vachement aidé. Et ça compterait complètement la CGC et ses manœuvres. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis fier. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les copains qui sont là. Donc il y avait eu une élection, alors je ne sais plus si c'était le paritaire ou qu'est-ce que c'était, je ne me rappelle pas, mais on avait décidé d'y aller, et puis nous, de faire, parce qu'à ce moment-là, c'était le père d'Avas à l'hôpital, avec sa suppléante, la mademoiselle, je sais plus comment ça s'appelait, Célier, je crois, qui décidait de tout et qui faisait tout. Et on avait dit, les élections, c'est nous. Donc on les a poussés de la table, genre on y est allé en force, on s'était installé autour de la table là, pour les votes, et on l'a poussé, elle disait, mais je veux venir, mais non, on revoit toujours Jeanne 2012 en train de lui dire, mais non, laissez-nous faire, nous on sait le faire, allez, poussez-vous. Et voilà, elle s'est retrouvée derrière. On était devant, elle s'est retrouvée derrière, elle ne savait plus du tout, elle n'avait encore jamais vécu ça, elle ne savait plus que faire. Je me souviens que bon, les meneurs, c'était René de Français, naturellement, qui viennent de nous quitter là, le 1er mai. Il y avait Gilbert Larabé, il y avait Paulette Lebrun, il y en avait plein hein, finalement. Il y en avait plein, et puis tous les jours, tout le monde était là. Et mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne vois pas. Bon, non, je voudrais insister sur la Sorbonne et les étudiants. Parce que quand la population, dans le week-end, par la radio, par les interventions de la CGT notamment, parce qu'on était les seuls sur le combat, ont appris la répression sauvage qui était déjà menée par des ministres de l'Intérieur connus. Ça a eu un écho extraordinaire et tout le monde, même à Pau, a pris peur pour les gosses. Et ça a été le départ du lundi. Et je me souviens que tout le dimanche, j'ai essayé de joindre les responsables syndicaux d'entreprise, je ne les ai pas eus. Ce n'est que le lundi, ils étaient tous partis en vacances auparavant. Politiquement maintenant, la CGT était divisée, je dirais, en deux. Ceux qui croyaient au programme commun
et qu'on allait rétablir cela. Ce qui n'était pas politique. Mais ce qui a tout fait virer, et ce qui a peut-être fait échouer le futur, et que l'on paye encore aujourd'hui, c'est le meeting de Charletti, à Vérocar, Mendes France. Le pouvoir était à prendre, il fallait se laisser pour le prendre. Mais c'était aussi les grosses attaques contre la CGT et le Parti communiste. Et je dois dire que là, pour avoir eu à ce moment-là un entretien très direct avec Léon Mauvais, l'explication est venue qu'il fallait revenir aux revendications de l'origine et qu'il ne fallait plus partir sur les programmes politiques. Il fallait rester et demeurer revendicatif. Et ça, les gens l'ont quand même compris. Et je dois dire, pour répondre à ce que Paul Laporte disait, je me souviens de cette manifestation qui arrivait à la place Clémenceau. Il y avait le fils de Panaras, en petit maillot de bain devant, mais la fin de la manif, elle était tout droit au fond du Parc de la France. Et quand on est arrivé au Palais des Pyrénées, on s'était mis d'accord avec un photographe de la République, l'évêque. Et on s'en est vu, et on a réussi à faire tenir la banderole de programme commun unité par André Labarrère. Je ne sais pas qui m'a fauché la photo, mais j'avais cette photo, je ne l'ai pas retrouvée. Ça doit être Jean-Claude Mallet, là, des copains comme ça qui se sont un petit peu servis. Car il faut bien dire que l'ambiguïté est totale du côté de certaines formations politiques. Mais que l'anticommunisme est important. Les étudiants à Pau, quand ça s'en est vu pour avoir 2-3 étudiants qui puissent venir s'exprimer, ah oui, il y en avait en face qui s'exprimaient. C'était encore déjà l'UNI. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'UNI. L'UNI qui est effectivement un élément fascisant, fasciste, qui s'est toujours distingué à Pau, et qui est toujours venu de la fac de droit, et qui aujourd'hui encore est sur la fac de droit. Mis à part 1 ou 2, 3 peut-être plus, jeunes étudiants, qu'il faut bien reconnaître, on mettait en avant, les autres, ils étaient en face, ils étaient contre. Autre chose, dernière réflexion, aujourd'hui encore on dit qu'on coûte cher. En France, camarades, à cette époque-là, il n'est pas un salarié qui m'ait vu sa paye particulièrement augmentée, s'il y en a qui ont donné des exemples, qui ait vu leur journée de travail allégée. On a donné l'exemple. Mais il n'y a eu aucune faillite. Effectivement, l'économie s'est renforcée et c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire à Lagarde et à notre président soi-disant de la République. Les résultats de la grève de 68, du mouvement de 68, ont eu des effets économiques incomparables et même les petits patrons s'y sont retrouvés. Voilà ce que je voulais dire et rappeler. En tant qu'étudiante à Paris à ce moment-là, et donc témoin des barricades. Ce que je veux dire, c'est que si la télévision a mis en avant la répression sur les étudiants à un moment donné, après, d'après mon père qui habitait Pau, elle a mis en avant les exactions. Et il faut dire que pour des étudiants qui étaient déjà engagés, notamment dans les luttes anti-colonialistes et impérialistes, mai 68, à certains moments, posait des questions du type « Pourquoi est-ce que la police, qui était à 2 mètres des barricades quand on l'a montée, n'intervenait pas plus vite ? Pourquoi est-ce qu'on voyait des groupes anarchistes, généralement une personne, un homme assez âgé et 2 jeunes, arriver, passer les rangs de la police et venir couper des arbres, assez loin des barricades d'ailleurs. Donc, si vous voulez, c'était quand même un moment où, si on voulait à Paris prendre conscience que le pouvoir n'était pas à prendre, mais qu'il y avait effectivement une ambiguïté sur
Que voulait le pouvoir en place et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le changer? Je pense qu'on pouvait le faire. Par contre, la télévision, me semble-t-il, a joué un rôle à la fois de montée de l'émotion autour du 13 mai et ensuite montée de la peur pour les élections de juin 1968. Un mot par rapport quand même à la lutte de la plus grosse entreprise paloise que nous avons occupée pendant 3 semaines. Il y avait quand même près de 800 salariés et majoritairement des femmes. Et alors je reprendrai ce que disait Mélanie tout à l'heure. C'est vrai qu'au Granger, quand des femmes se prennent en main dans la lutte, ben, je vous garantis que les patrons n'y pèsent pas lourd. Ils ne pèsent pas lourd. Donc, cette lutte, on ne peut pas dire qu'elle est partie directement de l'usine. Nous l'avons un petit peu fait avancer de l'extérieur et nous étions quelques militants de l'UL et je pourrais en citer quelques-uns. Carmen pourrait s'en rappeler. Il y avait Jean Canton qui était là et nous avons distribué un tract pour appeler ces travailleurs à une réunion avant l'embauche le lendemain. Et le lendemain, effectivement, les gens, au lieu de rentrer avec leur véhicule, leur vélomoteur, certains avec des voitures, des cadres surtout, eh bien, se sont arrêtés, nous avons discuté, et puis il y avait 200-250 personnes, et ils ont été d'accord avec un cahier de revendications que les syndicats d'entreprise avaient élaboré quelques jours auparavant, mais les syndicats très faibles, et puis une autorité patronale très dure. Effectivement, la vie syndicale était très difficile dans cette usine. Donc, on est parti, on a suivi le groupe des travailleurs qui nous ont amenés jusqu'à l'intérieur même de l'usine. Et là, je me suis trouvé hissé sur un tapis roulant par des gars, parce qu'il y avait quelques hommes, et de là, ben, il a fallu débattre. Et puis on a débattu. Alors, vous expliquez comment ça se situait, parce qu'il y avait des corridors tout vitrés qui entouraient l'usine avec les tapis, et à l'intérieur de ces corridors vitrés, vous aviez les personnels chronométreurs qui chronométraient le temps que passaient les salariés pour faire chaque chaussure. Et c'était la chaîne. Et alors je vous garantis que de se retrouver là et qu'ils soient, ou qu'elles soient majoritairement, les maîtres de ce lieu, avec les autres qui étaient derrière les vitres en haut et qui ont écouté pendant une demi-heure tout ce qu'on avait à leur dire, et j'avais pas la langue à la poche à l'époque, j'avais pas besoin de papier, et donc nous avons démarré comme cela. Alors après, bon, il y avait quelques travailleurs qui, eux, voulaient continuer à travailler, mais 2 jours après, on a pris la décision. Ce que je veux dire, c'est que de suite, nous avions mis en place un comité de grève, de suite, immédiatement, qui a été élu par les grévistes. Et 2 fois par jour, le matin, entre guillemets, aux heures d'embauche, et le soir, avant de se quitter et avoir mis toutes les commissions en place, il y avait la discussion démocratique sur la poursuite, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui allait, etc. Et ça, ce respect de la démocratie ouvrière a été essentiel dans une usine comme ça. Parce qu'il n'y avait pas, je veux dire, la lutte de classe, certains s'y sont fait les dents, là, et dans cette occupation d'usine. Et au fil et à mesure que la lutte s'est développée, eh bien, la décision a été prise, eh bien, de devenir les véritables patrons de l'usine. Et on a empêché les gens de venir, et depuis ce jour-là, tous les matins, il y avait un huissier qui venait contrôler la liberté du travail. Bon, alors on allait l'accueillir, on lui disait, oui, bon, vous voyez, c'est occupé, bon, il repartait, comme quoi les huissiers, quand il y a un rapport de force, hein, ils ne pèsent pas lourd.
Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'un aspect très important et essentiel, ça a été l'organisation de la solidarité. Et la solidarité, Carmen en rappelait, mais l'UFF, l'Union des femmes françaises, était présente. Il y avait les paysans du MODEF qui amenaient qui des volailles, qui de la viande, qui des œufs, qui des légumes, etc. Il y avait le Secours populaire français qui était là aussi. Et il y avait une commission qui avait été mise en place et qui était chargée de savoir quelles étaient les familles les plus difficultueuses, les enfants, etc., etc. Je veux dire, tout ça, ça a été coordonné. Je veux dire, c'était presque quelques centaines de salariés de l'usine qui travaillaient dans toutes ces commissions pour que les choses continuent à rouler dans de bonnes conditions. Et puis un beau matin, il faisait très chaud, contrairement au mois de mai et de maintenant, il faisait très chaud et il s'est trouvé qu'on avait un grand pet dans l'usine. Et c'est un tapis roulant. Alors ces tapis, c'était des tapis en cuir de 2 cm d'épaisseur, et alors qui étaient reliés par des crochets. Et ce tapis avait reçu un coup de stylet. Et avec le fait qu'il ne tournait plus, avec la dilatation, je suppose, de la chaleur, il a pété tout seul. Or, sûrement que ce qui devait se passer, c'est qu'à la remise en marche de ces tapis, il aurait dû péter à la mise en marche pour montrer que le personnel, vous voyez, les grévistes, etc., qu'est-ce qu'ils font de leur outil de travail. Alors là, ça a été le matin, première discussion, qu'est-ce qu'on va faire, parce que, bon, les grévistes se promenaient dans l'usine, etc., c'était la leur, bon, on tolérait un certain nombre de choses. Quoiqu'après, je dirais, et j'en terminerai, il y avait quand même eu des provocateurs et ça aurait pu être grave. Donc, on a décidé de mettre en place 24 heures sur 24 à l'intérieur des ateliers et des bureaux des piquets de grève qui se renouvelaient nuit et jour. Et en même temps, il y a dans le comité de grève qui ont dit, bon, mais ça serait bien si on pouvait se nettoyer l'usine. Alors, bon, évidemment, moi j'ai acquiescé, et ils se sont mis, je ne sais pas combien, l'usine n'a jamais été aussi propre que depuis son ouverture. Et c'était, alors là, bon, je parlais de la préservation de l'outil de travail, et j'y viens parce qu'il y avait des locaux avec des fûts d'acétone. Et c'est vrai que quelques meneurs extérieurs venaient devant l'usine, et même certains avaient réussi à se glisser parce que c'était compliqué de contrôler sur plusieurs centaines de salariés qui étaient de l'usine, qui n'y étaient pas, il y avait des gens des familles qui venaient, etc. Et là, on avait su que des bruits couraient que ça serait bien, puisque les patrons ne veulent rien lâcher, eh bien, on prend ces fûts, on entoure l'usine et on y fout le feu. Là, on changeait de méthode. Alors là, il a fallu qu'on mette aussi une garde 24 heures sur 24 dans ces locaux où il y avait tous ces fûts d'acétone et autres qui étaient inflammables, ça partait comme une allumette. Donc ça aussi. Et alors pour l'anecdote, je pourrais vous dire aussi, puisque José Videguin, qui était membre du CNPF, avait été en contrariété avec ses frères et avait quitté l'usine, il l'avait jeté. Et José Videguin me téléphonait tous les matins pour me dire qu'on faisait fausse route en se battant pour les conditions de travail et les salaires. Il fallait se battre pour faire foutre les 2 frangins dehors. Évidemment. Alors, ça, il fallait le dire, parce que bon, quand j'allais au téléphone, il y avait toujours quelques camarades du comité de grève, donc il a fallu le dire au personnel. Bon, ça a été le tollé, etc. Bon, alors ça c'est pour l'anecdote. Alors ensuite, bon, le mouvement, vous avez vu la durée, je l'ai dit, 3 semaines, et ça s'est terminé, effectivement, à la préfecture de Pau, avec, en présence du préfet, du directeur départemental de la main-d'œuvre,
Et ça s'est terminé à 4 heures du matin avec un accord important, puisque déjà le constat de Grenelle était passé et que la grève s'est terminée le 7 ou 8 juin, je ne me souviens plus, 7 ou 8 juin, avec occupation évidemment. Donc c'est là que je disais tout à l'heure que des centaines d'employés avaient eu leur salaire doublé. Doublé. Il y a eu le SMIC, 32%. Et une chose dont on ne parle pas, ce sont la suppression des abattements de zone. La suppression des abattements de zone, c'était encore presque 30% au niveau de ces salariés-là. Ensuite, il y a eu les requalifications de tous les personnels, parce qu'il y avait encore les critères d'âge. À travail égal, si un jeune il avait 16 ans, parce qu'il y en avait à 16 ans à l'usine, par rapport à celui qui en avait 21, eh bien, il touchait moins. Donc, on avait mis à plat tous les critères d'âge, ça fait que là, ça avait fait remonter la machine salariale considérablement. Après, une chose que l'on n'avait pas dit non plus, ça a été dit, je ne sais pas, par toi, je crois, Riquet, il y avait le gain de l'heure syndicale. Pour tout le personnel, on avait 1 heure par mois pour l'intervention syndicale dans l'entreprise. Alors, et j'en termine pour revenir à la CGT, il y avait 3 syndicats, mais qui vivotaient en dehors de l'année 1963, où il y avait eu aussi une grande lutte à Bidegain, en 63. Mais après, le patronat très paternaliste avait tout mis sous les coups de poing. Et donc, ces 3 syndicats. Bon, et puis, au cours de la lutte, mais ces syndicats, les FO et CFDT ont disparu, et il ne restait plus que la CGT. Et dans les accords que nous avons conclus, il y avait la date des élections pour les délégués du personnel, le comité entreprise et tout, et il n'y avait plus que la CGT. Et je crois que c'était un syndicat qui avait quelques dizaines de cartes à l'époque, et quand nous avons repris le travail, la CGT avait plus de 200 cartes. Il y avait plus de 200 salariés qui avaient adhéré au syndicat. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette société et à l'action qui s'est développée, la solidarité. Et Turbomeca, tu le rappelais, des copains de Turbomeca sont venus, puisque il y avait aussi un mot d'ordre, je crois, qui était donné presque une journée de travail à tous ceux qui ne faisaient pas grève. Et alors après, c'était reparti par rapport aux entreprises les plus nécessiteuses. Voilà. Donc cette solidarité a été très importante, mais je crois que la lutte menée telle qu'elle a été menée, surtout dans le respect de la démocratie ouvrière, 2 fois par jour, tous les jours, eh bien, les travailleurs ont su se gérer. Et alors la reprise s'est faite aussi avec des conditions un peu bizarroïdes, parce que à la préfecture, M. Rousseau, qui était le directeur de l'époque, dit « Bon, mais alors vous allez nous remettre les clés que nous puissions demain matin. » Non, M. Rousseau, les clés c'est moi, j'avais 78 clés, mon épouse ici présente le sait, les amis planqués, 78 clés, il y avait une par une comptée. Et c'est moi qui les avais. Non, les clés, on va vous les donner, oui, mais d'abord, on veut que vous vérifiez quelque chose. Et alors, il y avait l'inspecteur départemental du travail, la direction de Bidegain, évidemment, et le comité de grève et des travailleurs. Nous leur avons dit, voilà, on va faire le tour de l'usine avec vous, et vous allez constater que les travailleurs, contrairement à tout ce qui a pu être dit et écrit, sont pour le respect de leur outil de travail. Et alors, ils ont vu l'usine, les vitres, il y avait les vitres, les bières, c'était nickel, les chaînes, il n'y avait pas... C'était nickel chrome, quoi, hein, cette usine. Et après, à la fin, quand on est revenu, il nous a pas offert le pot, mais on lui a donné les clés, on lui a dit, voilà. Et on vous démontre que ces travailleurs et ces travailleurs ont tenu à ce que cet outil de travail devienne productif. Alors, on le disait tout à l'heure, ce qu'il faut ajouter, à l'époque, il y avait du chômage partiel chez Bidegain. Il y avait des heures, 25 heures, 26 heures par semaine. Et à la fin du mouvement, on peut dire 1-2 mois après, eh bien, on est presque arrivé à 40 heures dans l'usine. Pas pour rattraper le retard, mais parce qu'on l'a rappelé, le bien fondé de l'amélioration du pouvoir d'achat social
dans le pays, et ici à Pau en particulier, quoique Bideguer avait des spécialités qui vendaient dans le pays, dans le pays, eh bien, il a fallu que dans l'usine, il y ait un temps de travail supplémentaire pour faire face à la demande de chaussures. Voilà, en m'excusant